Je suis Dolégué Albert, ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Je suis né le 26 décembre 1974 à Guiglou. Mon parcours scolaire et universitaire, je suis titulaire d'une maîtrise de droit obtenue à l'université de Cocody en 1999 et diplômé du cycle supérieur de l'ENA option diplomatie en 2003. Je suis rentré aux affaires étrangères en 2003 et j'ai commencé comme chargé d'études à la direction des affaires juridiques et consulaires. Par la suite, j'ai été promu de chargé d'études en 2006, sous-directeur de la législation et de la ratification à la direction des affaires juridiques et consulaires toujours. Et en 2008, j'ai été affecté à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Égypte en qualité de premier conseiller. J'y ai séjourné de 2008 à 2014, où je suis rentré au département central, où j'ai occupé le poste de chef de service de l'évaluation, de la planification et des statistiques au cabinet du ministre Feu Charles Kofi Dibi, alors ministre des Affaires étrangères. En 2016, j'ai été promu directeur de la planification et de la stratégie. Et j'y suis resté jusqu'en 2019 et j'ai été promu ambassadeur le 4 juin 2018 et j'ai cumulé la fonction de directeur de la planification et de la stratégie et en même temps ma fonction actuelle de secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères. Cette fonction que j'occupe jusqu'à ce jour. Au plan honorifique, j'ai été décoré le 15 janvier 2020 dans l'ordre d'officier, en tant qu'officier de l'ordre national. Et j'ai fait mon parcours scolaire au lycée moderne de Guiglou, où j'ai eu le bac en 1993. Comme je l'ai dit, je suis rentré à l'ENA en 2002, j'y suis sorti en 2003 et j'ai passé le cycle supérieur de l'ENA en 2001 et nous étions 1023 candidats et au final on a recruté 32 et j'étais 18e sur 32. Et comme à l'ENA, le choix s'est fait par ordre de mérite et en fonction des postes disponibles. Et donc, naturellement, les premiers choisissaient le trésor, la douane et tout. Moi, j'avoue que je suis venu à la diplomatie sur conseil d'un aîné, qui est un grand frère, parce que j'avoue que je ne m'y connais. Mon choix s'est imposé par mon rang, parce qu'au moment où je devais faire mon choix, il n'y avait plus de place dans les régies financières. Il ne restait que la diplomatie, le corps préfectoral, le travail à affaires sociales. Mais quand vous êtes reçu au concours, généralement, vous avez 2 mois pour faire le choix. Donc moi, j'ai choisi la diplomatie. Au début, je suis conseiller d'un aîné. Et en ce moment-là, on venait d'adopter la nouvelle constitution qui prévoit le statut du corps diplomatique. Mais à l'analyse, j'ai vu que la diplomatie était un destin pour moi. Et je vais vous dire, ça c'est un grand secret aujourd'hui que je vais vous révéler. C'est 2 ans après mon entrée à l'ENA que j'ai su que c'était un destin. Après mon bac au lycée de Guiglou, je suis venu à Abidjan et j'avais ma première carte d'identité. J'ai été agressé dans un bus, on m'a arraché cette pièce et j'ai refait ma carte d'identité. Au moment et j'ai cette pièce d'identité à ce jour. Et donc, quand ils ont refait la carte, alors que j'étais étudiant, ils ont écrit domicile, ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Et cette carte, je l'ai toujours aujourd'hui. Mais en tant qu'étudiant, jeune étudiant, je n'avais pas fait le lien. Donc quand j'ai eu le concours, bon, je suis 18e sur 32, bon, les régies financières se limitaient à 15 places. Donc naturellement, sur le reste des filières qui restaient, j'ai opté pour la diplomatie. Mais j'avoue que j'ai eu la colère des parents parce que beaucoup n'avaient pas compris pourquoi j'avais choisi cette filière.
Il est choisi, comme il est dit, sur conseil de l'aîné. Et puisqu'avant, en tant que, bon, un jeune qui vient, parce que les parents, la diplomatie, il y a trop de clichés, hein, c'était un métier réservé à une classe d'élite, la noblesse, et ayant fait mes études à l'intérieur, je n'avais pas d'informations en ce qui concerne l'orientation, les conseils utiles. Donc, la diplomatie pour moi, c'était vraiment un monde nouveau. Mais dès que j'ai choisi la diplomatie, je me suis mis à fond. Dès que je suis sorti de l'ENA, commencé à travailler et sur la base des conseils des aînés. Et je crois après 3-4 ans, le premier déclic va se révéler parce qu'en 2007, j'ai été élu meilleur agent du ministère des Affaires étrangères par la société de communication, l'agent de communication, Safam Communication. Je crois qui faisait en son temps des prix. Donc j'ai eu le premier déclic. Et après, j'ai été affecté comme premier conseiller en Égypte. Et lorsque j'ai fini mon séjour de 6 ans, je suis rentré en 2014. J'ai constaté que beaucoup de directeurs voulaient travailler avec moi parce qu'ils appréciaient le travail que je faisais et tout. Et donc quand je suis venu, paix à son âme, le ministre Dibi, j'ai travaillé au cabinet du ministre Dibi en tant que chef d'un service rattaché au cabinet. Et au ministère des Affaires étrangères, dans le déroulement de la carrière, l'accès au poste est lié au grade. Or, le grade que j'avais lorsque on me nommait directeur d'administration centrale, je n'étais pas ambassadeur. Parce que pour être directeur d'administration centrale au ministère des Affaires étrangères, il fallait être ambassadeur. Il faut être ambassadeur. Donc, bon, les autorités d'alors ont estimé que j'avais la capacité, bien que n'étant pas ambassadeur, mais j'ai été promu directeur de la stratégie et de la planification. Et c'est là que je vais voir, après j'ai repris ma carte d'identité pour voir effectivement que le métier était vraiment, c'était cette pièce, la mention d'affaires étrangères était vraiment un destin. Et j'ai exercé la fonction de directeur jusqu'en 2018, jusqu'à l'arrivée du ministre Montano. Et j'ai été promu ambassadeur le 4 juin 2018, alors que j'ai totalise 14 ans d'expérience. Alors que pour être ambassadeur, au moins, c'est 18 ans, 20 ans d'expérience. Vous savez que chez nous, il y a des grades. Donc moi, j'étais conseiller, et puis on m'a promu ambassadeur. C'est comme si vous êtes commandant, et puis on vous nomme général. Ça veut dire que j'ai sauté un grade. Donc on m'a nommé même à titre exceptionnel. J'ai été promu à titre exceptionnel ambassadeur. Vous savez que je n'ai pas gravi tous les gestions, bon, au regard des appréciations des supérieurs. Je voudrais profiter de ce micro pour remercier les hautes autorités ivoiriennes. Et donc, mais tout ceci, c'est par le travail. Et la deuxième chose que je voulais indiquer aux jeunes frères, c'est que vous pouvez partir de rien et puis vous imposer par le travail, par le sérieux. Et comme vous le savez, peut-être, pour certains, ne devient pas ambassadeur n'importe qui, parce que c'est une fonction vraiment élitiste. Quand j'ai été promu ambassadeur, je crois, 2 semaines après, j'ai été promu, j'ai été nommé secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères. C'est une fonction qui est réservée à des ambassadeurs qui ont vraiment une longue carrière, qui ont une certaine expérience. Et je suis le seul jeune à avoir, le tout premier jeune ambassadeur à avoir occupé cette fonction. Le tout premier jeune au ministère des Affaires étrangères. Et donc, je suis aujourd'hui la 4e personnalité du ministère. Donc, ce que je voudrais conseiller aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui aspirent à la fonction publique, première chose, les valeurs à développer, c'est la valeur du travail. Que moi, mon père est paysan. Au passage, je suis orphelin depuis l'âge de 10 ans. Quand je fais une rétrospective de ma vie, rien ne me permettait d'être là où je suis assis ici aujourd'hui. J'avoue que la vieille, père à son âme, est ménagère. Le vieux est décédé, j'étais au CM1. Et bon, on a lutté pour être là où on est, par le travail, pas par les manœuvres frauduleuses. La deuxième valeur, c'est se fixer des objectifs. Très tôt, j'ai enduré la souffrance.
j'ai vu la vieille qui vendait du fagot pour pouvoir aller à l'école. C'était pas du tout facile. Et je me suis dit, il faut que, en signe de reconnaissance, je puisse faire plaisir à ma mère, à mes frères et sœurs. Par le travail, par la vision. Et j'avoue, il y a eu beaucoup de sacrifices parce que l'un des sacrifices, c'est il fallait se consacrer à l'essentiel. Rien que les études, la vie de couple, la vie de foyer. Mon premier fils, aujourd'hui, il a 11 ans, parce que j'ai fait un choix dans ma vie. Il fallait vraiment lutter. Et il y a tellement d'anecdotes, et même pour prendre mes cours à l'ENA, ça a été encore plein d'anecdotes. Pour aller à l'oral, j'ai dû emprunter une veste avec des amis, parce qu'ils ne pouvaient même pas avoir une veste. C'est mon ami qui m'a prêté la veste, aujourd'hui, il est aux États-Unis. Et pour aller prendre les cours à l'ENA, il fallait marcher du campus jusqu'aux deux plateaux à Cogoti pour prendre. Mais nous n'avons pas abandonné. Et on a été persévérant. L'autre valeur aussi à suggérer aux frères, c'est la persévérance et la foi en ce que vous faites. Mais dans la loyauté et la rigueur. J'avoue que je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir choisi la diplomatie. Et d'abord, comme tout métier, il a ses avantages et il a ses inconvénients. L'avantage du métier diplomatique, bon, de façon synthétique, d'abord c'est un métier relationnel. Puisque la diplomatie, c'est servir d'interface entre les gouvernements, entre les nations, entre les peuples, pour promouvoir la paix, la prospérité et tout ça. Donc, l'un des avantages, c'est que, vous êtes en contact avec les personnalités, avec la société civile, avec les organisations internationales. Donc, vraiment, du point de vue relationnel, vous avez de l'entre-gens. Mais ensuite, il y a l'ouverture d'esprit, puisque nous sommes soumis à la mobilité internationale. Tous les 3 ans, vous êtes affecté à l'étranger, vous passez 5 ans, après 5 ans, tous les 5 ans, le diplomate est en train de bouger. Ce qui fait que vous-même et vos enfants, vous développez une culture pointue, générale, une culture générale pointue. L'autre avantage aussi, c'est vraiment un métier qui, comme je l'ai dit au début, d'une certaine noblesse. C'est vraiment, vous êtes en contact avec les hautes personnalités de ce pays, vous pouvez accéder à des personnalités très facilement, ou bien à des enceintes prestigieuses. J'avoue que, par exemple, que les présidents des personnes du monde, c'est vraiment cet aspect-là qui est un peu passionnant. Bon, le côté financier, on ne s'en plaint pas, les diplomates sont très bien payés, mais en la matière, c'est une question de gestion, je ne voulais pas m'apaisantir dessus, mais le métier de diplomate, le diplomate aujourd'hui, nous disposons d'un statut particulier, et je pense que du point de vue du traitement, il n'y a rien à envier aux autres emplois. Tout est une question de gestion. Mais c'est à la fois un métier à risque parce que vous êtes appelé à servir sur tous les continents, dans tous les pays. Comme vous le savez, il y a des pays qui connaissent des situations de catastrophes. Il y a des pays, on a vu des amis qui ont vu des mains amputées parce qu'ils sont dans les pays où la guerre civile éclate, ou bien il y a le terrorisme. On a des collègues qui ont perdu la vie dans certains endroits du monde parce que vous êtes obligé de servir votre pays, défendre les intérêts de votre pays. Du point de vue du couple, il y a aussi des risques parce que si votre conjoint n'est pas fonctionnaire et que vous êtes appelé à aller à l'étranger, vous êtes obligé de vous séparer. Si madame est au privé ici, que vous êtes affecté à New York, bon, si elle doit vous suivre, c'est-à-dire qu'elle abandonne son job. Vice versa. Hein. Donc souvent, du point de vue du couple aussi, il y a des difficultés du fait de la mobilité internationale. L'autre aspect aussi, c'est que les enfants, le cursus scolaire des enfants, étant donné que le diplomate est toujours amené à partir, à voyager régulièrement, il y a un problème de suivi des enfants, de l'éducation des enfants. Ça aussi, c'est vraiment un risque.
Et donc, il faut faire en sorte que adopter un programme ou bien pour que vous puissiez mieux suivre l'éducation des enfants, étant donné que vous êtes entre deux avions de façon permanente. Donc voilà ça, de façon synthétique, le risque. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon métier. Et un très bon métier. Si vous mettez la foi et vous mettez le sérieux, je pense que c'est un très bon métier. On devient diplomate. D'abord, le diplomate est un fonctionnaire, agent de l'État. Donc, pour accéder, pour être diplomate, il faut passer le concours de l'ENA, cycle supérieur. Puisqu'en diplomatie, on ne recrute qu'au cycle supérieur, c'est-à-dire qu'au niveau du bac, maîtrise, pardon. Donc, vous rentrez, vous passez le concours à l'ENA, vous sortez, vous devenez diplomate. Maintenant, il y a le déroulement de la carrière. Quand vous sortez de l'ENA, vous êtes secrétaire des affaires étrangères. Après 6 ans, vous passez conseiller. Après 6 ans, vous passez ministre plénipotentiaire. Après 6 ans, vous passez ambassadeur. Ça, la nomination dans l'emploi d'Amara relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais on tient compte de votre performance, on tient compte également de votre sérieux, de votre moralité, et de votre savoir-être, de votre savoir-faire. Et donc, moi, ma réussite, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai totalement réussi parce que en moins de 20 ans d'expérience, en moins de 20 ans de carrière, j'ai accédé au sommet de la filière, du métier. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai été nommé à titre exceptionnel en sautant un emploi pour être ambassadeur aujourd'hui. Donc, j'invite tous ceux qui aspirent à ce métier à déjà s'y intéresser et à se préparer pour entamer la carrière diplomatique. Réussir dans ce métier, l'une des premières aptitudes, d'abord le savoir. Il faut avoir la connaissance. Aujourd'hui, la diplomatie embrasse un tout. On fait la diplomatie de l'eau, la diplomatie du changement climatique, la diplomatie économique. Le diplomate, c'est quelqu'un qui est cultivé dans tous les domaines. Donc, il faut avoir le savoir. Puis, il y a le savoir-faire et le savoir-être. L'autre qualité exigée du diplôme aussi, c'est vraiment l'obligation de réserve. Parce que c'est un métier qui vous permet d'avoir accès à la vie de la nation, au secret d'État. Et il faut être quelqu'un qui ait fait preuve de réserve. Et comme vous le constatez, après l'armée, la diplomatie, généralement, on nous appelle aussi la grande muette. Vous n'allez jamais voir un diplomate à la télévision pour dire j'ai fait ça. Non, non, c'est vraiment l'obligation de réserve. Et aussi, l'autre qualité, c'est d'avoir un esprit ouvert. Étant donné que vous êtes l'intermédiaire, l'envoyé, le représentant de votre pays dans un autre pays, et pour défendre les intérêts de votre pays, il faut être sociable, il faut être ouvert à la société, communiquer avec les populations du pays d'accueil, pouvoir approcher, pour pouvoir communiquer aux populations locales et pouvoir communiquer aux décideurs du pays pour mobiliser les investissements au profit de votre pays. Donc si vous êtes diplomate et que vous êtes toujours dans votre salon et que vous n'avez pas de contact dans la société, bon, c'est clair que vous ne pouvez pas accéder à des informations, avoir des contacts au moment où le président ou bien les autorités de votre pays ont besoin de certaines informations. Donc le diplomate, c'est quelqu'un qui doit être ouvert. On le constate ici, les diplomates occidentaux. On voit des diplomates ici qui vont danser, ils vont dans les villages, les gens trouvent qu'ils vont... il fait son travail. Le diplomate est ouvert sur la population, sur la société. Donc c'est quelqu'un qui en même temps, il y a une société élitiste, mais qui ne doit pas être coupé du reste des populations du pays d'accueil. Effectivement, beaucoup de citoyens se demandent à quoi sert le diplomate, quelles sont ses missions et tout ça. Bon, de façon synthétique, les missions du diplomate s'articulent autour de 4 axes principaux, mais il y a d'autres missions nouvelles qui se sont ajoutées. La première mission, historiquement, c'est la représentation. C'est-à-dire que vous représentez le président de la République à l'étranger dans un pays donné.
vous représentez le gouvernement, vous représentez chacun des ministres. Donc vous êtes le représentant officiel de l'État, par exemple de Côte d'Ivoire, dans un pays donné. La deuxième mission, c'est la négociation. La négociation, c'est négocier, c'est communiquer, dialoguer. Et cette mission de négociation permet de défendre, ou du moins de défendre les intérêts de son pays dans les enceintes internationales, que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau multilatéral. Par exemple, il y a les négociations sur le café, sur le cacao, la tarification du cacao, l'arme nucléaire. Donc le diplomate ivoirien, son rôle, c'est de convaincre les partenaires à épouser la position ivoirienne. L'autre mission aussi, c'est la mission d'information. Comme les gens, certainement vous avez entendu parler, nous sommes en quelque sorte entre griffes l'espion qui est à col blanc, mais c'est que le diplomate est tenu d'informer les autorités, son gouvernement au quotidien de ce qui se passe dans son pays d'accueil, qu'il s'agisse des situations de crise, des situations les bonnes pratiques. En tout cas, il informe au quotidien. Et là, l'une des grilles d'évaluation d'un bon diplomate réside dans sa capacité à informer fidèlement et rapidement son gouvernement de ce qui se passe dans son pays d'accueil. Et cette capacité de l'enseignement, c'est pourquoi il faut pour avoir de bonnes informations, il faut avoir des relais. Et nos relais, généralement, on s'appuie sur nos relations personnelles, sur nos compatriotes résidents, qu'on appelle la diaspora, par exemple, dans le pays. C'est ceux-là qui vont vous fournir un certain nombre d'informations que vous vérifiez avant de communiquer à la capitale. L'autre mission aussi, c'est la mission économique. Et c'est l'une des priorités actuellement du ministère des Affaires étrangères, la diplomatie économique. Tout le monde utilise le mot diplomatie économique. Il s'agit de mobiliser les investissements étrangers en Côte d'Ivoire, mobiliser les ressources financières au profit du développement économique et social de notre pays. Et à ce niveau, le diplomate est un acteur de la promotion de l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Et bon, quand il dit diplomatie économique, il y a la promotion culturelle, il y a la promotion économique, il y a la promotion sportive, il y a la promotion tout. Comme je l'ai dit, la diplomatie embrasse un tout. Partout, le diplomate, et c'est pourquoi il doit avoir une culture générale pointue. Il doit être à mesure de vendre la politique culturelle de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Il doit être à mesure de vendre la politique financière de la Côte d'Ivoire. Toutes les réformes qui sont faites, vous êtes tenu d'informer, de défendre auprès de vos partenaires bilatéraux et multilatéraux, tout ceci pour vendre la destination de votre pays. Ça, c'est l'une des missions. Maintenant, il y a d'autres nouvelles missions, la mission militaire, on fait aussi le renseignement, que ce soit au niveau sécuritaire, la défense, puisque dans certaines ambassades, il y a des attachés de défense. Donc, le diplomate aussi doit être à mesure de renseigner son gouvernement, ses autorités, sur tout ce qui a trait à la sécurité et à la défense. À cela, bon, il y a l'autre mission qui est aussi essentielle, c'est la protection et la défense des intérêts de nos compatriotes à l'étranger. C'est ce qu'on appelle l'assistance consulaire. Aider les Ivoiriens qui sont à l'étranger. Il y a l'assistance administrative, l'assistance matérielle, quand ils ont des difficultés avec les autorités locales, ils ont des difficultés avec la justice, ils ont des difficultés même de régularisation de leur séjour, problèmes d'identification. Donc le diplomate a une mission consulaire aussi. Et c'est à ce titre-là, nous aidons les Ivoiriens, on leur donne des conseils, quand ils ont besoin de nous, on les assiste. Donc voilà les principales missions du diplomate sans rentrer dans les détails.